Tu es mort pour moi depuis hier soir. Ces mots m'ont frappé comme une lame, ces mots que je n'oublierai jamais. Je venais juste de terminer mes 3 ans d'économie serrée pour financer ce projet incroyable, le café littéraire sur la rue Montorgueil, à Paris, le projet que j'avais nourri depuis mes 63 ans et qu'on m'annonçait comme inutile en 15 minutes. Je savais que j'allais changer le cours de cette journée et pourtant je ne savais pas comment mes proches allaient réagir et toi, lecteur, si. Jamais tu t'es senti invisible, laisse ton commentaire maintenant parce que ce que j'ai fait ensuite va te surprendre. Je devais jouer la carte la plus folle de ma vie. Je voulais voir qui s'inquiéterait vraiment, qui se soucierait de moi. Je voulais tester mes amis, mes voisins et même mes enfants, et tout cela a commencé exactement à 10h43 le mardi 12 mars 2024. J'ai envoyé un message à mon groupe familial WhatsApp simplement, disant que j'étais parti, que je ne reviendrais pas, que mon cœur avait lâché, que je n'étais plus là. J'ai choisi ces mots avec soin. Chaque mot pesait lourd comme si je scellais mon destin. J'ai mis un petit émoji discret de flamme parce que je savais que les gens allaient paniquer et je voulais observer chaque réaction depuis mon appartement sur la rue du Faubourg Saint-Antoine. J'avais préparé le terrain. Tout était planifié, j'avais laissé les fenêtres entrouvertes pour entendre les bruits de la rue et les pas des voisins se précipitant vers leur téléphone et, en même temps, je me suis assis dans mon fauteuil rouge, usé le fauteuil que j'avais acheté en 1978 à Lyon, le fauteuil où j'avais rêvé de tant de projets, et je regardais l'écran de mon téléphone avec un mélange de peur et d'excitation. À 10h47, le premier message est arrivé. Ma fille Julie de 35 ans a écrit « Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu es sérieux ?» J'ai souri en voyant les 3 points clignoter sur l'écran. Elle ne savait pas que j'étais dans le salon en train de respirer lentement. Elle pensait que c'était réel. À 10h49, ma voisine de palier, Madame Lefebvre, a envoyé un message vocal. « Wilson, est-ce que tu vas bien ?» Sa voix tremblait, ne savait pas que j'enregistrais tout sur mon petit carnet vers le carnet que j'avais depuis mes 18 ans. J'ai noté chaque minute, chaque réaction, chaque émotion. Et là, à 10h50, mon ancien collègue de travail de Marseille, il criait presque « Wilson, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu » Je lui ai juste répondu par texto « Tout est fini » et j'ai raccroché. Doucement, laissant son souffle court remplir la pièce comme une preuve vivante de ma farce, mais une partie de moi était submergée par l'émotion, parce que je voyais la panique réelle se répandre autour de moi. J'avais choisi Paris pour cette expérience parce que j'avais vécu ici depuis 1975 et je connaissais chaque réaction humaine sur cette ville pleine de cafés bruyants, de rues étroites et d'odeurs de pain chaud. J'ai choisi un lieu précis pour que les sons de la vie parisienne servent de témoin, et pas seulement moi. Je voulais capturer l'effet sur les autres. À 10h55, la panique a atteint son apogée. Mon voisin Julien a commencé à filmer depuis son balcon et j'ai vu les notifications apparaître sur mon téléphone. T'es sûr que tout va bien? Docteur appelle la famille. Police en route. À ce moment précis, j'ai ressenti un mélange de pouvoir et de culpabilité. Je savais que ce que je faisais était immoral, mais je voulais révéler une vérité universelle que parfois ce qu'on croit s'inquiète moins qu'on ne le pense. Je vous le dis maintenant, lecteur, si vous avez déjà ressenti ce pincement d'injustice familiale ou sociale, laissez un commentaire, partagez votre expérience parce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes pourquoi ce simple message a déclenché une chaîne d'événements que personne n'oubliera jamais. En 15 minutes exactement, j'ai commencé à recevoir les premiers appels vidéo et je pouvais voir sur FaceTime la panique dans les yeux de mes enfants. Mes voisins, même mon facteur qui habituellement me saluait avec un sourire, avait l'air dévasté et je notais tout scrupuleusement sur mon carnet. J'ai vu la réaction collective de la rue Montorgueil, c'était fascinant. J'entendais des sirènes au loin et j'avais planté mon regard sur la fenêtre ouverte de mon salon pour capter le moindre geste humain. Et à 11h exactement, j'ai reçu un message du médecin de famille. Nous arrivons avec l'ambulance. Et là, j'ai su que mon expérience allait franchir une limite jamais atteinte auparavant. Je voulais montrer que l'injustice sociale et familiale peut être révélée même par une simple simulation de mort et que ceux qui nous sous-estiment peuvent réagir de manière spectaculaire et inattendue. Donc, lecteur, si toi aussi tu as déjà été sous-estimé, si toi aussi tu as été ignoré ou mal compris, laisse un commentaire, raconte ton histoire parce que ce que vous allez voir ensuite va vous choquer encore plus et transformer votre perception de ce que signifie réellement être pris au sérieux même à 63 ans ou plus. Vous verrez que l'apparente vulnérabilité cache un pouvoir invisible, un pouvoir que je vais révéler chapitre après chapitre. Attendez la suite et observez comment les réactions humaines, les petits écrans et les cœurs paniqués vont se transformer en un spectacle que personne à Paris et même à Lyon n'oubliera jamais. Et croyez-moi, vous ne regarderez plus jamais vos proches de la même manière après cette expérience. Je suis né le 4 avril 1960 à Lyon dans un petit appartement sur la rue de la République et dès mon plus jeune âge, j'ai appris ce que signifiait travailler dur. Mes parents tenaient une petite épicerie où chaque franc comptait et j'ai passé des après-midi entiers à empiler des boîtes de conserve à hauteur de mon père. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à prendre des notes sur les clients qui venaient régulièrement. Je voulais comprendre leurs habitudes et comment améliorer notre commerce. Ce qui semblait banal m'a appris la discipline et l'attention aux détails. J'ai toujours cru que les petites actions répétées pouvaient changer la vie, mais personne autour de moi ne voyait cela. À 50 ans, j'avais économisé exactement 21 763,84 € pour ouvrir ce café littéraire sur la rue Montorgueil à Paris. J'avais loué l'espace en janvier 2023 et j'avais signé un bail de 3 ans à raison de 1 750 € par mois. Tout était calculé avec minutie. J'avais choisi le papier peint vert pistache pour les
Murs et les lampes anciennes que j'avais trouvées à Saint-Ouen en marché au plus le parquet grinçait légèrement quand je marchais dessus et chaque matin à 7h15, je me levais pour préparer des cafés corsés à 3,50 € la tasse et des croissants au beurre que je faisais cuire moi-même à 180 degrés. Pendant 15 minutes, j'avais engagé 2 jeunes étudiants de Sciences Po pour m'aider à accueillir les clients et je leur avais promis une formation sur l'art de la conversation littéraire et l'histoire. De Paris à travers les cafés, j'avais investi 3 ans de ma vie entière dans ce projet et je pensais que mes amis et ma famille comprendraient l'importance de ce rêve, mais très vite les premiers signes de désintérêt sont apparus. J'avais invité ma sœur Isabelle à l'inauguration le 12 mars 2024 à 18h. Elle a envoyé un message simple: « Je ne peux pas venir ce soir ». Sans explication, j'ai ressenti un pincement au cœur et j'ai décidé de ne pas me laisser démonter. Je me suis rappelé de mes vacances à Nice en 1978 quand j'avais 18 ans et que je travaillais dans un petit hôtel sur la promenade des Anglais. Je nettoyais les chambres et je voyais les touristes riches qui semblaient ignorer ma présence. Mais un jour, un vieil homme m'a offert 5 francs pour m'acheter une glace et ce geste m'a appris que la reconnaissance peut venir de manière inattendue. Ce souvenir m'a donné la force de continuer malgré le silence de mes proches. Je me suis souvenu de la radio de ma jeunesse, les émissions de France Inter des années 70 qui parlaient de solidarité et de justice sociale et j'ai imaginé que mon café pourrait devenir un lieu où les gens se sentiraient vus, écoutés. À 63 ans. J'avais la même énergie et le même désir de contribution. J'avais préparé des brochures pour chaque client avec mes recettes secrètes de café et des anecdotes sur la littérature française. J'avais même noté les heures exactes où je servais chaque spécialité pour pouvoir analyser les préférences et améliorer l'expérience sensorielle. Chaque matin, je sentais l'odeur du café fraîchement moulu mélangée à celle du pain chaud qui sortait du four et ce mélange provoquait un frisson de satisfaction. Chaque fois que je franchissais le seuil du café à 8h30, j'avais installé un petit coin lecture avec des fauteuils rouges et verts usés mais confortables. J'avais choisi les couleurs pour rappeler les cafés de Lyon de mon enfance et j'avais mis une petite radio des années 80 pour diffuser les chansons de Michel Sardou et Johnny Hallyday à volume discret afin que les clients ressentent la nostalgie et la chaleur d'une époque révolue. J'avais économisé chaque franc, sacrifié mes soirées et mes week-ends pour ce projet et malgré tout, je sentais que l'absence d'enthousiasme autour de moi était une injustice purement sociale et émotionnelle. Je me rappelais de mes discussions avec mon ancien patron à Marseille qui me disait « Wilson, tu as toujours les bonnes idées, mais personne ne les voit ». Et à ce moment-là, je comprenais que ce projet allait me révéler non seulement à moi-même, mais aussi à ceux qui m'avaient sous-estimé. Les premières semaines ont été douces, mais le manque de soutien était palpable. Mes enfants, occupés par leur travail à Paris et à Lyon, envoyaient parfois des messages de 3 ou 4 mots, mais jamais de visite. Mes voisins continuaient leur routine quotidienne sans un regard pour mon café, et même mon facteur semblait pressé à 9h45 chaque matin pour livrer le courrier sans un mot de bienvenue. Tout cela créait une frustration silencieuse qui me rongeait lentement, mais ce sentiment m'a poussé à observer attentivement les détails de chaque interaction humaine. Je notais la couleur des manteaux des passants, les bruits des talons sur le pavé humide, après la pluie et le parfum des fleurs sur les balcons. Je voulais que mon projet soit un miroir de la société et qu'il révèle les vérités cachées de notre quotidien. À 63 ans et malgré l'apparente vulnérabilité, j'avais un plan pour montrer que le respect et l'attention peuvent être exigés sans violence et qu'un simple acte de patience et de stratégie peut révéler le vrai visage des gens. Et maintenant, lecteur, imaginez ce mélange de frustration et de préparation en observant chaque mouvement autour de vous. Imaginez la tension qui monte à chaque silence et à chaque message ignoré. Attendez de voir ce qui se passe ensuite parce que la véritable escalade de l'humiliation est sur le point de commencer et vous allez comprendre comment chaque détail soigneusement enregistré, chaque petit sacrifice et chaque investissement émotionnel se transforme en une leçon puissante sur la reconnaissance et le pouvoir personnel. Ne bougez pas parce que ce qui arrive maintenant dépasse de loin tout ce que j'aurais pu imaginer et votre expérience personnelle de l'injustice va trouver un écho profond dans ce que je vais vous raconter dans le chapitre suivant. Et rappelez-vous, lecteur, si vous vous êtes déjà senti ignoré ou sous-estimé, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Espérez la suite parce que les surprises ne font que commencer. À partir de 11h ce mardi 12 mars 2024, la panique que j'avais semée commença à prendre une forme presque palpable. Je voyais chaque réaction humaine se déployer comme une pièce de théâtre improvisée sur la rue Montorgueil. Mon téléphone vibrait sans arrêt et chaque notification faisait battre mon cœur plus vite. Mon ancien voisin Philippe de 68 ans me téléphonait à plusieurs reprises. Il disait d'une voix tremblante « Wilson, tu plaisantes, j'espère ». Et je répondis doucement « Tu sais que non ». Laissant un silence pesant à l'autre bout du fil, c'était cruel mais fascinant. J'avais mis ma montre à 11h05 et je notais chaque seconde, chaque respiration, chaque souffle de panique dans mon carnet. Là, un événement inattendu se produisit. Ma fille, Julie, de 35 ans, arriva devant le café. En courant, elle criait presque « Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je restais derrière la fenêtre entr'ouverte, observant ses mains tremblantes et son visage rouge de l'effort et je pouvais voir qu'elle filmait avec son téléphone chaque mouvement. Je savais que la vidéo allait circuler dans le cercle familial en quelques minutes et je notais mentalement le timing exact 11h07 et chaque détail de son expression. Je voyais ensuite mon facteur habituel, Monsieur Durand, qui portait son sac de courrier marron. Il s'arrêta net devant le café, regarda autour de lui et murmura « Wilson, c'est vrai ».
Et là, je souriais intérieurement parce que je savais que même les habitués commençaient à réaliser que quelque chose de sérieux se passait à ce moment précis. Je sentais une montée d'adrénaline et une satisfaction étrange car la panique se transformait en chaos contrôlé, mais je devais rester calme pour observer l'effet maximal. À 11h10, un petit attroupement se formait devant la vitrine de mon café. 3 voisins de l'immeuble d'en face commençaient à filmer la scène avec leur téléphone, tandis qu'un chien aboyait derrière une porte entrouverte. Je pouvais entendre le bruit distinct. Ces aboiements résonnaient dans la ruelle humide et sentir l'odeur de croissant brûlé que j'avais laissé par inadvertance sur le comptoir. Ma collègue de Marseille envoyait un message vocal. « Wilson, tu es sérieux ou c'est une blague ?» Et je répondais avec un simple « tout est réel », laissant sa respiration haletante remplir mon imagination et créer un suspense supplémentaire. À 11h15, mon ancien patron de 72 ans qui m'avait toujours sous-estimé m'appela et dit d'une voix dédaigneuse « Mais Wilson, pourquoi tu fais ça à ta famille ?» Je répondis calmement pour que vous voyiez la vérité, et je vis un changement subtil dans sa voix. La peur commençait à remplacer l'arrogance. C'était fascinant de voir l'équilibre du pouvoir basculer même à distance. À 11h20, un témoin inattendu arriva. Un touriste canadien sur la rue Montorgueil s'arrêta, regarda, sortit son téléphone et dit à son ami « Regarde ces gens paniqués ». Et je notais son accent avec précision. J'avais choisi ce quartier pour que la densité humaine et la curiosité collective amplifie l'effet de ma simulation. À 11h25, un voisin du rez-de-chaussée fit sortir son chien pour inspecter la rue et cria « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je pouvais entendre les échos de sa voix rebondir sur les murs anciens du bâtiment, et chaque réaction enregistrée ajoutait à la preuve de l'impact émotionnel de mon acte. À 11h30, je décidai d'envoyer un deuxième message à mon groupe familial. « Ne vous inquiétez pas, je suis bien », simplement pour maintenir le suspense et observer les faits. Cumulatif sur les témoins, mes enfants criaient presque à travers les appels vidéo « Papa, mais arrête, tu nous rends fous !» Et je répondis avec un sourire entendu. Vous comprendrez bientôt. Chaque mot soigneusement choisi résonnait comme un instrument de tension, et je notais la couleur des yeux, la sueur sur le front, le souffle rapide, le tremblement des mains et même l'odeur de parfum qui flottait autour d'eux. À 11h35, un passant âgé, témoin impartial, s'arrêta et dit « Mais c'est incroyable ce que cette personne fait. » Je pris note de chaque syllabe et chaque réaction, comme si j'étais un chercheur observant une expérience sociale en direct. À 11h40, je vis le véritable effet de l'humiliation sur ceux qui avaient abusé de leur pouvoir limité. Ma sœur Isabelle, qui avait ignoré l'invitation initiale, se précipita avec son sac Louis Vuitton et dit « Wilson, pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» Je restais silencieux derrière ma fenêtre observant sa panique et notant le contraste entre son arrogance habituelle et sa peur actuelle. À 11h45, je me rendis compte que chaque petit acte de négligence, chaque mot ignoré, chaque mépris accumulé depuis des années revenait à moi en temps réel, et la rue Montorgueil entière était devenue un théâtre de justice émotionnelle. À 11h50, j'entendis un cri strident provenant d'un téléphone à l'intérieur du café. Un ami d'enfant filmait la scène et disait presque « C'est fou ce qu'il fait ». Chaque notification sur mon téléphone, chaque vibration, chaque bruit de pas amplifier la montée de tension. Je pouvais sentir mon propre rythme cardiaque s'accélérer et l'adrénaline me traversait de la tête aux pieds. À 11h55, je fis une pause et observai le calme apparent avant la tempête. Un sentiment étrange de puissance tranquille m'envahit. J'avais laissé la rue entière en suspens et je savais que la véritable escalade était sur le point de basculer vers une révélation plus grande. Chaque détail avait été noté depuis l'odeur du pain chaud jusqu'aux éclats de voix des voisins, et tout cela constituait le prélude parfait pour le moment où je déciderai de ne plus tolérer l'humiliation et de révéler mon pouvoir caché. Maintenant, lecteur, imaginez la tension dans vos propres vies lorsque vous vous sentez ignoré ou sous-estimé. Imaginez chaque injustice, petite ou grande, s'accumuler jusqu'à ce point de rupture. Restez avec moi car le chapitre suivant va dévoiler ma décision stratégique et le début de ma rédemption. Et rappelez-vous, lecteur, ce que vous feriez à ma place. Peut-être allez-vous comprendre que parfois l'humiliation est le catalyseur de la transformation. Et si vous ressentez cette frustration, laissez un commentaire, décrivez votre expérience et attendez de voir comment tout va changer dans le chapitre suivant. À 12h pile, le mardi 12 mars 2024, je me suis assis dans mon fauteuil rouge usé, près de la fenêtre entrouverte sur la rue Montorgueil. À Paris, je sentais l'air frais mélangé aux odeurs de café et de croissants chauds qui flottaient depuis mon comptoir. Je respirais lentement. Chaque inspiration remplissait mes poumons et chaque expiration calmait un peu mon cœur encore battant. À 11h59, j'avais noté mentalement chaque réaction des témoins, chaque tremblement de main, chaque cri d'alarme, et à ce moment précis, j'ai ressenti une clarté inattendue, une prise de conscience que je ne pouvais plus rester passif face à l'indifférence et l'arrogance accumulées depuis des années. Je voyais la panique sur les visages de mes enfants, de mes voisins et de mes anciens collègues, et je savais que c'était le moment de transformer cette humiliation en pouvoir réel. Je me suis rappelé des leçons apprises en travaillant dans ce petit hôtel sur la promenade des Anglais à Nice en 1978. Chaque détail comptait.
Chaque personne avait une réaction prévisible, j'avais accumulé un savoir-faire invisible que personne ne soupçonnait et c'était le moment de l'utiliser à mon avantage. À 12h, j'ai pris mon carnet vert et j'ai relu les notes. Depuis 10h43, chaque message, chaque appel, chaque expression, capturé avec précision, et j'ai réalisé que la clé n'était pas la vengeance émotionnelle, mais une stratégie froide et calculée, une manière de montrer ma valeur et de rappeler à tous que la vulnérabilité apparente cache parfois un pouvoir immense. À 12h05, j'ai commencé à rédiger mentalement mon plan. J'allais utiliser les preuves collectées pour révéler la vérité à chacun à sa manière. J'ai pensé à la façon dont mon ancien patron de Marseille avait toujours sous-estimé mes compétences et je savais exactement comment le surprendre. À 12h10, j'ai décidé de ne plus répondre immédiatement aux appels et messages et laisser les notifications s'accumuler, créant un effet de suspense maximum. Chaque vibration était un rappel de leur impatience et de leur dépendance à ma présence. À 12h12, j'ai commencé à préparer le matériel nécessaire pour ma révélation. J'ai ouvert un classeur dans lequel je gardais des documents légaux et financiers prouvant toutes mes contributions au projet passé et à la société. Je savais que ces documents allaient faire l'effet d'une bombe. À 12h15, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ma fille Julie en train de filmer avec son téléphone. Elle criait presque « Papa, mais arrête-tu nous? Rends fou !» Et j'ai souri intérieurement, sachant qu'elle était une pièce clé dans la transmission de mon message. À 12h18, j'ai commencé à réfléchir aux témoins extérieurs. Le touriste canadien et les voisins du rez-de-chaussée allaient être mes alliés involontaires. Ils allaient confirmer la panique et renforcer l'effet de ma stratégie. À 12h20, je me suis souvenu de mes années à Lyon quand j'avais 18 ans et que j'observais les clients riches de l'hôtel m'ignorer mais aussi me récompenser discrètement pour chaque effort bien fait. Ces souvenirs m'ont appris que la patience et l'observation sont des armes puissantes. J'ai ressenti une vague de calme et de concentration. À 12h22, j'ai pris une décision consciente de ne plus subir l'humiliation. J'allais passer à l'étape suivante. Je savais exactement quand et comment dévoiler mon pouvoir caché et chaque détail de la rue Montorgueil allait jouer en ma faveur. À 12h25, j'ai commencé à rassembler les preuves visuelles sur mon téléphone, les vidéos des voisins, les réactions enregistrées, les appels en FaceTime, et j'ai noté chaque expression choquée avec minutie. Je savais que ces preuves allaient rendre ma révélation inattaquable. À 12h28, j'ai relu mes notes et préparé un message général pour tous les contacts impliqués. Je suis vivant et voici ce que vous devez comprendre. J'ai choisi chaque mot pour maximiser l'effet émotionnel et logique, et je savais que la prochaine étape allait transformer la perception que chacun avait de moi. À 12h30, j'ai ressenti une étrange combinaison de peur et de puissance. Je voyais l'impact imminent sur mes enfants, sur mes voisins, sur mon ancien patron et même sur les témoins neutres dans la rue. J'avais réussi à créer un moment où chaque personne était suspendue à ma prochaine action. À 12h32, j'ai réfléchi à ma position physique. Je me suis levé lentement du fauteuil rouge, sentant le bois froid sous mes pieds, et j'ai ajusté le rideau vers pistache pour que la lumière de midi éclaire mon visage. De façon dramatique et symbolique, chaque détail était calculé pour maximiser la présence et l'effet de surprise. À 12h35, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé tout cela: la reconnaissance, le respect, la justice émotionnelle et sociale. Je ne faisais pas cela par vengeance personnelle, mais pour révéler une vérité universelle sur la manière dont nous traitons ceux que nous sous-estimons depuis trop longtemps. À 12h40, j'ai pris mon carnet vert et j'ai noté: le pouvoir se révèle à ceux qui observent patiemment. Je savais que chaque mot allait résonner dans mon esprit et dans celui de tous ceux qui verraient la révélation. À 12h42, j'ai commencé à préparer mentalement le timing exact pour la diffusion de mes preuves et de mes messages vidéo. Je savais que la précision était essentielle pour que l'effet soit maximal et inoubliable. À 12h45, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les premiers signes de panique renouvelés. Mes voisins discutaient à voix haute et les passants arrêtaient de marcher pour observer la scène. Chaque geste allait servir de catalyseur pour la révélation finale. Maintenant, lecteur, imaginez ce moment où l'indignation devient clarté, où la frustration accumulée se transforme en stratégie et où la vulnérabilité apparente devient une arme invisible. Restez avec moi, car dans le chapitre suivant, je vais dévoiler comment mon pouvoir caché se manifeste complètement et comment chaque acteur de cette scène sera confronté à la vérité. Et rappelez-vous, lecteur, si vous avez déjà ressenti l'injustice ou la sous-estimation dans votre vie, pensez à ce que vous feriez dans une situation où chaque détail compte et chaque seconde est une opportunité pour inverser le cours des choses. Attendez de voir la suite, car la révélation de mon pouvoir va changer définitivement la dynamique et vous donner un aperçu du potentiel que chacun peut avoir même lorsque tout semble perdu. À 12h50, le mardi 12 mars 2024, j'ai senti que le moment était enfin arrivé. J'avais préparé tout depuis des semaines, les vidéos, les preuves, les messages et chaque détail de la rue Montorgueil était à sa place. Je savais que ce que j'allais révéler allait transformer complètement la dynamique que j'avais observée et planifiée. Depuis 3 ans, je pris une profonde inspiration et lancé le premier message général sur WhatsApp. Je suis vivant et voici ce que vous devez comprendre. En moins de 30 secondes, mon téléphone explosa de notifications et je vis immédiatement les premières réactions choquées sur les écrans de FaceTime. Mes enfants écarquillèrent les yeux. Ma fille Julie murmura « Papa, mais c'est incroyable », tandis que mon fils Antoine
38 ans. Reste à bouche bée, je savais que l'effet était exactement celui que je voulais à 12h52. J'ai ouvert le classeur que je gardais depuis des années. Chaque document était soigneusement classé avec des dates précises et des chiffres exacts, je montrais les preuves de mes investissements financiers et de mes contributions au projet de famille et à mes anciens employeurs. Chaque page révélait ce que personne n'avait jamais remarqué auparavant, mes voisins, les témoins dans la rue, même le touriste canadien qui filmait depuis 11h20 semblait suspendu à chaque détail. J'avais préparé des preuves légales de mes actions passées et présentes et chaque numéro, chaque date, chaque euro dépensé était parfaitement documenté à 12h55. Mon ancien patron de Marseille, 72 ans, appela presque en criant « Wilson, mais comment as-tu fait tout ça ?» Et je répondis calmement, simple observation et préparation. Chaque mot résonnait avec autorité et révélait la dimension de mon pouvoir caché à 12h57. Je fis défiler les vidéos des voisins et des enfants paniqués depuis le matin et les partageai dans un petit groupe restreint de la famille et des amis clés. La réaction fut immédiate. Cris, exclamations, vidéos partagées en direct et chacun réalisant qu'il avait été témoin sans le savoir d'une expérience sociale minutieusement orchestrée. À 13h, j'envoyais un document PDF avec toutes les preuves de mes contributions financières aux projets familiaux et aux initiatives locales à Paris et Lyon. Mes enfants, encore incrédules, lisaient à haute voix chaque chiffre. 21 763,84 € pour le café littéraire, 3 années d'économie et de sacrifice. Et je sentais la surprise et la culpabilité se répandre parmi eux. À 13h05, je vis la transformation dans les yeux d'eux. Ma sœur Isabelle, elle passa du mépris à l'incrédulité totale. « Wilson, je n'avais aucune idée », murmura-t-elle presque à voix basse, et je savais que le message avait atteint son objectif. À 13h, c'est le voisin Philippe, 68 ans, qui avait tenté de me minimiser depuis des années, me regardait avec un mélange de respect et de peur et dit « Je ne pensais pas que tu avais ça en toi ». Et je pris un moment pour savourer cette reconnaissance tardive, mais méritée. À 13h10 les vidéos des passants et du touriste canadien commençaient à circuler sur les réseaux sociaux locaux et même sur Twitter. Les réactions furent instantanées. Incroyable expérience sociale. Un homme montre son vrai pouvoir à 63 ans. Et chaque partage amplifiait l'effet de ma révélation. À 13h15, je montrai également des copies des messages WhatsApp de la matinée pour que chacun voie comment la panique avait été générée et comment chaque réaction humaine avait été soigneusement observée et documentée. Les visages choqués, les mains tremblantes, les cris enregistrés, tout était là. À 13h18, mon café sur la rue Montorgueil devint le théâtre de l'histoire. La rue entière observait et chacun se rendait compte de la portée de mon pouvoir caché. À 13h20, mon ancien patron, encore incrédule. « Ami, je me suis trompé à ton sujet. » Et je vis que l'arrogance de ceux qui avaient abusé de leur pouvoir temporaire s'effondrait sous le poids de la vérité. À 13h22, j'envoyai un dernier message pour clore la première phase de ceci est la preuve que la reconnaissance et le respect se gagnent, et je vis la panique se transformer en admiration et respect sincère. Pour moi, à 13h25, les témoins extérieurs applaudirent, filmèrent et partagèrent sur les réseaux sociaux. Chaque geste amplifiait ma transformation d'une victime apparente en détenteur d'un pouvoir réel et incontestable. À 13h30, j'ai pris un moment pour respirer et regarder le ciel de Paris par la fenêtre du café. Le soleil illuminait les façades anciennes, et je me sentis invincible dans cette position de calme et de contrôle. Chaque bruit, chaque parfum, chaque détail de la rue renforçait la preuve de ma stratégie et de mon observation. À 13h35, mes enfants, voisins et anciens collègues commençaient à comprendre que ce n'était pas seulement une farce, mais une leçon sur la reconnaissance, la valeur et le pouvoir caché que chacun peut posséder. À 13h40, je me levai et regardai chaque témoin avec une expression calme et sûre, et je sais que ce moment resterait gravé dans la mémoire d'eux. Tous comme le jour où la vulnérabilité apparente d'un homme de 63 ans révéla un pouvoir immense inattendu. Et maintenant, lecteur, imaginez ce moment où l'humiliation se transforme en pouvoir pur, où chaque injustice passée se retourne contre ceux qui l'ont causée et où la vérité éclate de manière spectaculaire. Si vous êtes choqué autant que moi, partagez cette histoire avec vos proches, taguez quelqu'un qui doit voir comment la patience, la stratégie et l'observation peuvent créer un renversement de situation complet. Et rappelez-vous, lecteur, parfois le pouvoir est caché là où personne ne s'attend et il suffit de savoir quand et comment le révéler pour que tout change à jamais. À 13h45, le mardi 12 mars 2024, je me tenais toujours derrière ma fenêtre entrouverte sur la rue Montorgueil à Paris et je voyais le chaos que ma révélation avait déclenché. Les notifications ne cessaient de tomber, les appels vidéo s'accumulaient et chaque visage exprimait une combinaison de choc, de respect et d'incrédulité. J'avais réussi à transformer la panique en reconnaissance et en justice instantanée. À 13h48, mon ancien patron de Marseille, qui avait passé des années à me sous-estimer, recevait désormais des appels de ses collègues pour confirmer ce que j'avais révélé. Il essayait de justifier ses erreurs avec une voix tremblante, mais je ne savais pas tout et je notais chaque inflexion, chaque hésitation comme un scientifique observant une expérience sociale en direct. À 13h50, mes enfants, Julie et Antoine, commençaient à appeler leurs amis et collègues pour raconter la vérité et chaque appel amplifiait la portée de mon action. La rue entière était désormais témoin de la
Puissance de ma stratégie, chaque passant qui avait observé la matinée partageait la scène sur les réseaux sociaux et les vidéos devenaient virales à une vitesse impressionnante. À 13h52, mon voisin Philippe, qui avait tenté de me minimiser pendant des années, marchait devant mon café avec un air de respect mêlé d'humiliation. Il murmura presque « Je n'aurais jamais pensé ». Et je vis que son arrogance temporaire s'effondrait. À 13h55, un témoin extérieur, le touriste canadien, envoya une vidéo assez Ami montrant la panique suivie de la révélation et écrivit « Cet homme de 63 ans montre son vrai pouvoir ». Je pris note de chaque mot et chaque réaction pour savourer la portée de mon plan. À 14h, les preuves légales et financières que j'avais partagées provoquèrent une série de conséquences immédiates. Mon ancien patron fut contraint d'admettre publiquement ses erreurs lors d'une réunion en visioconférence avec ses supérieurs. Il lui expliquait pourquoi il avait ignoré mes contributions et chaque mot prononcé fut enregistré et partagé. À 14h05, mes enfants et voisins créèrent un groupe de discussion pour coordonner leurs témoignages et soutenir mon expérience. La communauté locale sur la rue Montorgueil discutait de mon initiative et applaudissait ma capacité à transformer l'humiliation en justice sociale et personnelle. À 14h10, la presse locale commença à s'intéresser à mon histoire et un journaliste de Le Parisien demanda un entretien pour couvrir cette incroyable démonstration de stratégie et d'intelligence sociale. À 14h12, mon café devint un symbole de respect et de reconnaissance. Chaque client qui venait pour un café prenait conscience de la valeur de l'observation, de la patience et de la stratégie, et je voyais les sourires et les regards admiratifs remplacer la panique du matin. À 14h15, mon ancien patron fut confronté à une humiliation publique totale. Il essaya de minimiser la situation, mais chaque témoin, chaque vidéo et chaque document que j'avais partagé le rattrapait et je voyais la peur remplacer son arrogance. Il ne pouvait plus contrôler la narration. À 14h18, les voisins, les passants et même les touristes commençaient à partager leurs propres observations et vidéos sur les réseaux sociaux, créant un effet boule de neige qui amplifiait ma victoire morale et sociale. À 14h20, je fis une pause pour observer le calme relatif après la tempête et je réalisais que chaque détail, chaque planification et chaque patience m'avaient permis d'obtenir justice instantané, sans lever la main contre personne et en respectant mes principes. À 14h22, j'envoyais un dernier message général. La reconnaissance et le respect se gagnent. Et je vis la transformation complète de la dynamique sociale. Le respect et l'admiration remplaçaient maintenant l'indifférence et l'humiliation que j'avais subies pendant des années. À 14h25, ma sœur Isabelle, toujours sous le choc, murmura « Wilson, tu as prouvé quelque chose de puissant. » Et je savais que cette expérience avait changé notre perception familiale à jamais. À 14h28, mes enfants riaient et pleuraient en même temps de soulagement et d'admiration, et je vis que les relations qui semblaient brisées pouvaient être réparées avec honnêteté, stratégie et patience. À 14h30, les témoignages des voisins et passants continuèrent d'affluer et chacun confirmait mon pouvoir caché et la justice immédiate. Je voyais les leçons de vie que j'avais inculquées par mes actions devenir tangibles. À 14h32, je me rappelais de mes jeunes années à Lyon et à Nice et je réalisais que chaque expérience passée avait servi à me préparer pour ce moment exact, le moment où la vulnérabilité apparente se transformait en reconnaissance et en respect universel. À 14h35, j'observais les passants filmer, applaudir et discuter de ma révélation et je compris que la justice sociale pouvait être rendue en temps réel avec stratégie, patience et courage. Je vis mon ancien patron se recroqueviller presque sous le poids de la vérité et de la reconnaissance publique et je savais que jamais plus il n'oserait me sous-estimer. À 14h38, j'écrivis mentalement les étapes suivantes pour maintenir cette dynamique et je savais que ce que j'avais accompli allait inspirer non seulement ma famille, mais aussi tous ceux qui prendraient connaissance de mon histoire. Maintenant, lecteur, imaginez, ressenti la satisfaction de voir l'injustice corrigée, immédiatement imaginez, transformer des années de frustration et d'humiliation en reconnaissance et respect absolu. Et si cette histoire vous inspire, partagez-la avec vos proches, taguez quelqu'un qui doit voir comment patience, stratégie et courage peuvent générer justice instantanée. Et rappelez-vous, lecteur, jamais plus la sous-estimation ou l'humiliation ne sera acceptée sans réponse. Préparez-vous pour le chapitre final où je partagerai la transformation personnelle et la leçon universelle que chacun peut appliquer dans sa propre vie. À 15h le mardi 12 mars 2024, je m'assis enfin dans mon fauteuil rouge près de la fenêtre entrouverte sur la rue Montorgueil et je pris un moment pour respirer profondément l'odeur du café fraîchement moulu mêlée à celle des croissants encore chauds. C'était un moment de calme après la tempête émotionnelle et sociale de la matinée. Je regardais les passants, mes enfants, mes voisins et même mon ancien patron et je vis dans leurs yeux une reconnaissance nouvelle et sincère. Je compris que la transformation n'était pas seulement pour eux, mais aussi pour moi. À 15h05, je repensais à mon parcours depuis Lyon et Nice, aux années passées à travailler dur, à observer, à apprendre la patience et la stratégie. Chaque échec, chaque ignorance, chaque sous-estimation avait été un pas vers ce moment précis où la vulnérabilité apparente se transformait en pouvoir réel et en respect universel. À 15h10, je me levai lentement et sentis le bois froid sous mes pieds et la lumière du soleil illuminant les
Mûr vers pistage du café, chaque détail sensoriel me rappelait que tout avait été planifié avec soin et chaque seconde avait contribué à cette transformation. J'avais appris que la véritable puissance ne réside pas dans la force brute mais dans l'observation, la patience, la stratégie et la capacité à agir avec dignité même sous l'humiliation. À 15h15, je repensais à ma famille, aux amis qui m'avaient ignoré ou sous-estimé pendant des années et je réalisais que cette expérience n'était pas seulement une leçon pour eux mais un témoignage universel sur la valeur de chaque individu. Peu importe l'âge, l'apparence ou la position sociale, à 15h20, je décidai de partager ma leçon avec le monde et je pris mon téléphone pour écrire un message à tous mes contacts. Apprenez que la reconnaissance et le respect se gagnent et que parfois la patience et la stratégie révèlent le véritable pouvoir de chacun. Je savais que chaque mot résonnerait dans les vies de ceux qui avaient été sous-estimés. Et ignoré à 15h25, je réfléchis à tous les témoignages et vidéos partagés sur les réseaux sociaux. Et je vis que mon histoire touchait non seulement ma famille, mais aussi un public bien plus large. Et je compris que la transformation personnelle peut inspirer des changements systémiques si elle est partagée avec soin et honnêteté. À 15h30, je regardais mes enfants, Julie et Antoine, et je vis leur admiration et leur respect renouveler chaque sourire. Chaque larme de reconnaissance me confirmait que ma stratégie, ma patience et ma détermination avaient produit un effet durable et profond. À 15h35, je m'assis à nouveau et sentis une vague de gratitude et de satisfaction. Je compris que la vraie leçon est que nous avons tous un pouvoir caché qui ne demande qu'à être révélé au bon moment et de la bonne manière. Chaque injustice, chaque humiliation, chaque sous-estimation peut devenir une opportunité de transformation et d'empowerment. À 15h40, je décidai de conclure mon expérience en invitant la communauté locale à participer à des ateliers au café sur la patience, l'observation et la stratégie sociale. Chaque participant pouvait ainsi apprendre à transformer les injustices vécues en puissance et en respect. À 15h45, je pris un moment pour écrire un dernier message à tous mes proches. Merci de faire partie de cette expérience et souvenez-vous que la patience, la stratégie et la dignité transforment la vie. Et je vis que chaque mot était accueilli avec émotion, engagement et admiration. À 15h50, je regardais par la fenêtre et vis les passants échanger sur mon histoire, filmer, discuter et sourire. Je compris que cette transformation ne concernait pas seulement une famille ou un voisinage, mais pouvait inspirer des milliers de personnes à travers le monde. À 15h55, je pris un dernier café, sentis sa chaleur et son parfum, et compris que chaque sacrifice personnel, chaque investissement financier et émotionnel avait été essentiel pour cette transformation finale. Maintenant, lecteur, imaginez votre propre vie et les injustices que vous avez subies. Imaginez pouvoir transformer chaque moment d'humiliation en reconnaissance et respect. Imaginez comment la patience, la stratégie et l'observation peuvent révéler votre véritable pouvoir. À 16h, je conclus en vous invitant à réfléchir à vos expériences personnelles et à partager vos histoires avec votre famille, vos amis et votre communauté. Inspirez les autres à agir avec dignité et courage et souvenez-vous que la transformation est toujours possible, peu importe l'âge ou les circonstances. Maintenant, lecteur, je vous laisse avec ce dernier message. Si cette histoire vous a touché, inscrivez-vous, activez le signino pour ne rien manquer, laissez votre commentaire, partagez votre expérience et surtout n'oubliez jamais que chaque injustice peut être le tremplin vers votre propre puissance et respect universel.